À la une ce soir. Des élèves se rassemblent pour encourager les Canadiens acculés au pied du mur. Le hockey, c'est une game d'équipe, mais il y a des moments individuels. Il faut gagner plus de batailles. Québec donne le feu vert au projet attendu d'une urgence et d'un bloc opératoire aux hôpitaux de Jonquière et Chicoutimi. On va donc offrir à toute la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean des meilleurs soins et des meilleures conditions, tout comme pour les employés. Travaux d'aqueduc, plus d'1 million de Montréalais doivent réduire leur consommation d'eau potable. Cet effort collectif qu'on est en train de demander aux citoyens et les citoyennes de Montréal. Et on sait très bien que cette demande était dans une situation qui est exceptionnelle. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée tout le monde. D'après moi, il y a plusieurs amateurs du Canadien qui sont anxieux parce que ce soir, ça passe ou ça casse pour le tricolore. Et après avoir fait passer de bons moments aux partisans depuis le début de la série, on sent qu'il y a plusieurs adeptes qui commencent à avoir la mine basse. Mais il y a quand même des jeunes d'une école primaire de l'Est de Montréal qui ne perdent pas espoir. Lily, tu es sur place. Ils se rassemblent avec leur famille et le personnel scolaire pour regarder le match à l'école ce soir. Oui, je me trouve à l'école Sainte-Claire à Tétroville. Et comme tu l'as dit, il y a une soirée de visionnement ce soir dans le gymnase de l'école. C'est la deuxième fois que ça survient. Comme tu vois ici, il y a un écran qui est installé où les élèves, les parents, les enseignants vont pouvoir écouter le match. Il y a aussi des affiches qui ont été inscrites par les élèves. Parce que bien sûr, tous espèrent une victoire du Canadien ce soir contre les Hurricanes de la Caroline. Si le tricolore perd ce soir, ce sera la fin de son parcours en série. Je me suis entretenue avec une des enseignantes qui fait partie de l'organisation de cet événement, qui me racontait comment le hockey pouvait nous en apprendre sur la persévérance scolaire notamment. Mais d'abord, voici ce que les jeunes avaient à dire. Quel conseil vous donneriez à l'entraîneur, selon vous, pour qu'il gagne ce match-là ce soir? Faire beaucoup de passes. Et aussi, quand vous êtes devant le but, il faut vraiment tirer. Parce que des fois, quand on est devant le but, on ne tire pas assez. De forcer le coach à faire travailler les Canadiens plus en équipe. On était quand même bons, mais là, je trouve qu'on se prend des pénalités pour rien. Le hockey, de voir qu'ils réussissent ou qu'ils perdent, peu importe, ils vont quand même rester une équipe soudée puis ils vont recommencer l'année prochaine. Puis je pense que ça fait en sorte que les élèves, ça leur permet de voir comme « Hey, c'est pas grave si on a échoué. L'année prochaine, on se relève les manches puis on fait mieux. » Fait que je pense que cette persévérance-là qu'on voit dans le sport, on peut l'appliquer dans toutes les sphères de la vie. C'est tellement mignon. On voit qu'on peut apprendre plusieurs choses à travers du hockey. Et ceux qui ont encore beaucoup de persévérance, c'est les joueurs du CH qui restent quand même confiants de pouvoir l'emporter ce soir. C'est du moins ce qu'ils ont laissé entendre en conférence de presse ce matin. C'est aussi une façon de rassurer les partisans qui sont plus anxieux dernièrement, surtout avec les 3 derniers matchs. Et comme un des élèves le disait un peu plus tôt, il n'y a pas eu beaucoup de lancers de la part du Canadien dernièrement, contrairement aux Hurricanes de la Caroline. Et donc, malgré tout, les joueurs restent confiants pour ce soir afin d'avoir une victoire. Je pense que c'est important de garder tes pensées petits, puis ton focus petit dans le sens de, est-ce que je sais si on peut gagner 3 matchs de suite? Je suis pas sûr, mais je pense que est-ce qu'on peut gagner un match ce soir? Oui, je pense que oui. Et en terminant, Sabrina, il y a des parties de visionnement qui se tiennent un peu partout dans la ville encore. On se retrouve en direct à l'un d'eux et en espérant que c'est pas le dernier, en espérant qu'il y ait une victoire ce soir. Oui, effectivement, tu seras là également pour notre bulletin de 22h. Merci beaucoup, Lily. Bonne chance avec les enfants. Là. Au revoir. Au Saguenay maintenant, c'était des projets qui étaient attendus depuis vraiment longtemps. L'urgence de l'hôpital de Jonquière et l'agrandissement du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi qui vont finalement voir le jour. Et là, Sarah Léa, c'est la première ministre du Québec qui en a fait l'annonce aujourd'hui.
Et oui, bien tout à fait. Grosse annonce là, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean cet après-midi. Donc, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui était de passage dans la région pour annoncer donc ces 2 projets majeurs, des annonces qui étaient attendues là, par la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également par les députés, les élus régionaux, c'est le cas de le dire. Donc, les projets, oui, qui avaient été annoncés d'abord là dans le budget du ministre des Finances en mars dernier, Éric Girard. Donc, l'hôpital de Chicoutimi, entre autres, c'était une phase de planification. On parlait à ce moment-là d'un projet de près de 500 millions de dollars. Le projet là, qui verra le jour plutôt au coût de 840 millions de dollars. Et également, bon, pour ce rafraîchissement, cette cure de rajeunissement pour l'hôpital, l'urgence de Jonquière, au coût plutôt de 90 millions de dollars. Donc, le projet d'agrandissement qui prévoit la modernisation du bloc opératoire, la construction d'un nouveau pavillon clinique moderne qui sera relié aux installations actuelles, entre autres. La mise à niveau puis l'entretien des actifs, là, ça a fait l'objet de trop peu d'attention avant 2018, pendant plusieurs années. Et quand on est arrivé au pouvoir, le rattrapage, il était important. Ça va prendre encore plusieurs années parce que la capacité de payer des Québécois aussi, elle est limitée. Il faut la respecter. Donc là, on a mis beaucoup d'accent sur les établissements de santé parce que les besoins sont grands, sont criants. Sur un autre sujet, la multinationale Rio Tinto a mis en service aujourd'hui le nouvel aluminerie agrandi. C'est quand même un projet de 2 milliards de dollars. Là. Ben oui, tout à fait. Puis on parlait en fait là, de cette visite également là, de la ministre canadienne de l'Industrie, Mélanie Joly, qui a annoncé par ailleurs une enveloppe de 100 millions de dollars pour développer la technologie Hélicis, en plus de l'application donc des cuves AP60, des nouvelles cuves là, qui ont été mises en fonction. On parle également de ce projet Hélicis, bien entendu, des 7 cuves pilotes dotées de la technologie Hélicis qui devraient être mises en service en 2027. En vous. Donc, ça me fait plaisir, au nom du gouvernement fédéral, d'annoncer un investissement de 100 millions de dollars dans Hélicis. On est une superpuissance de la production d'aluminium avec la Chine. Et dans le contexte actuel, il y a bien des acheteurs d'aluminium qui ne veulent pas acheter de la Chine. Alors, on devient l'alternative. C'est ici que ça se passe en termes d'alternative. Le chef de la direction aluminium de Rio Tinto, Jérôme Pécresse, qui disait également que la technologie Hélicis pourrait être déployée ailleurs dans le monde d'ici la fin de la décennie. Donc, grosse annonce, oui, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui et qui font du bien, en fait. Merci beaucoup, Sarah-Léa. Après de nombreuses spéculations, le Canada est officiellement entré en récession technique. C'est que l'économie canadienne a stagné durant les 2 derniers trimestres. Le produit intérieur brut a reculé. Bon, selon Statistique Canada, c'est en raison de l'augmentation des importations d'or et la faiblesse de l'extraction des ressources. Selon plusieurs économistes, ce n'est pas une situation alarmante et pourrait être rétablie quand même facilement. Il y a déjà eu un recul qui avait été enregistré à la fin de 2025. À l'approche du 1er juillet, de nombreux ménages craignent de ne pas être en mesure de pouvoir se trouver un endroit pour se loger. Bien, l'administration de la mairesse de Montréal a annoncé aujourd'hui octroyer 3,4 millions de dollars à l'Office municipal de l'habitation. Là-dessus, Lila Mouche. Aujourd'hui, on vous annonce une mesure très concrète. C'est celle de renforcer l'Office municipal de l'habitation de Montréal et donc de bonifier leur enveloppe de 3,4 millions sur 3 ans. Ça veut dire davantage d'aide au relogement, davantage d'hébergement temporaire lorsque ça va être nécessaire et davantage de soutien pour accompagner les personnes vers des solutions adaptées à leur situation. Si le 1er juillet nous a souvent fait sourire, il cache pourtant un triste constat. La ville et les organismes communautaires craignent de voir plus de personnes perdre leur logement à l'approche de cette date, là où prennent fin la majorité des baux non renouvelés. Il faut s'assurer que personne ne se retrouve le 1er juillet pas de toit, que personne n'ait pas de soutien. Il faut surtout que les gens ne soient pas laissés à eux-mêmes. Donc, il y a des gens présentement qui sont dans la rue à Montréal parce qu'ils ne sont pas capables de payer leur loyer. L'opération 1er juillet, elle vise justement ces personnes-là. Donc, des gens qui sont des locataires et qui sont vulnérables à perdre leur logement. La bonification qui a été annoncée par Mme la mairesse, c'est une bonification qui est historique parce que l'opération 1er juillet, elle existe depuis 20 ans. Et on a décidé, suite à la crise actuelle, de prendre nos responsabilités et de bonifier de 3,4 millions
l'enveloppe pour les 3 prochaines années, ce qui nous amène à un budget historique total de 5,5 millions. Les déménagements du 1er juillet, c'est culturel à Montréal. Et même si chaque année, environ 200 000 ménages se relocalisent, notre 1er juillet reste le jour le plus achalandé de l'année. Mais tout ça a bien changé. On ne sait pas où on va se ramasser. On peut se ramasser dans une chambre d'hôtel parce qu'on n'a pas rien trouvé. On peut se ramasser à la rue. Quand tu as un bon loyer, c'est un pense-y bien avant de faire le mouvement. Là. Je trouve qu'il y a moins de gens qui déménagent aussi. Il y a une personne que je connais justement qui, elle loue. Donc, elle est propriétaire, elle loue. Et elle voit que c'est beaucoup plus difficile de trouver des locataires, vraiment. Je ne vais pas déménager finalement. Non. Il y en a moins qui déménagent parce que le coût de la vie est tellement cher. Rien qu'entre 2024 et 2025, le taux de rotation est passé de 11,6 % à 10,4 %. À titre d'exemple, le taux de rotation était de 18,6 % en 2018 et progressivement a chuté quasi chaque année. Ce qu'on interprète, c'est qu'il y aura probablement un peu moins de déménagements. Les gens sont plus frileux à déménager parce qu'il n'y a pas de logements plus accessibles, moins chers, qui sont tout à coup apparus. Ce qu'on voit, c'est des logements disponibles, très chers. Le 1er juillet, à Montréal et à Québec, dans le cadre de la coalition contre le logement cher, on va faire une grosse manif-action pour sortir de cette crise et pour avoir des solutions structurante. Autre problème qui dure tout au long de l'année, ce sont les immeubles barricadés à Montréal. Et pourtant, l'Office municipal d'habitation de Montréal promet de s'en occuper à hauteur de 47 % pour l'instant. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Il y a des milliers de cyclistes qui vont prendre la ville de Montréal d'assaut pour participer au festival Go Vélo. Il y a le fameux Tour la nuit qui aura lieu dans les prochaines heures. Et pour en parler, je joins le PDG de Vélo Québec, Jean-François Roux. Bonsoir, Monsieur Roux. Bonsoir, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. D'abord, on sent vraiment qu'il y a de plus en plus d'engouement, en fait, pour le vélo. Vous, est-ce que vous sentez justement qu'il y a plus d'engouement avec le festival Go Vélo depuis les dernières années, cette année particulièrement? Ah, vous avez raison. Depuis la pandémie, la popularité du festival Go Vélo a augmenté. Il y a plus de gens qui veulent participer. C'est un festival qui est à la fois adapté pour les cyclistes confirmés qui veulent joindre à une grande fête, mais aussi pour les gens qui n'ont pas nécessairement roulé en ville pour la première fois. Ça permet de faire une plus longue distance, de découvrir les quartiers. Puis on a aussi des visiteurs qui viennent de l'extérieur du Québec. J'ai croisé quelqu'un de Singapour cette semaine qui est venu spécifiquement pour le festival. Donc, c'est vraiment... le festival a le vent dans les voiles, puis il s'inscrit bien dans la culture de Montréal, qui est une ville cyclable là, bien développée. Bon, on sait, on en parle pratiquement à chaque printemps, mais on sentait que cette année, c'était quand même une des pires saisons. Il y a beaucoup de nids de poules à Montréal. Est-ce que ça peut engendrer des enjeux de sécurité pour les cyclistes là, qui vont circuler en fin de semaine? Il n'y aura pas d'enjeu de sécurité. C'est clair que ça nous a tenus occupés au cours des dernières semaines. Mais on a suivi le processus normal, à savoir qu'il y a un mois, on a marché le parcours, on a identifié les nids de poules, on a communiqué ça aux arrondissements. Puis jusqu'à aujourd'hui, là, tout le monde a travaillé très fort. Moi, les échos que j'ai sur le terrain, c'est que le parcours est sécuritaire. Puis si jamais il y avait un nid de poule, on va placer des cônes, puis les cyclistes pourront le contourner. Là. C'est vraiment quelque chose qui nous a occupés, là, mais qui ne sera pas un enjeu cette année. Quand même, ça a été surveillé. Là, on sait qu'il devrait y annoncer de la pluie ce dimanche, peut-être également un petit peu ce soir. Est-ce que ça se peut qu'il y a des événements qui soient annulés là, en raison des conditions météorologiques? Oui, bien pour l'instant, il n'y a rien qui est annulé. C'est un événement qui a lieu beau temps, mauvais temps. On a communiqué aujourd'hui avec les cyclistes pour leur dire de bien s'habiller. Des gants, des pantalons imperméables, un manteau imperméable. Ce qu'on a fait ce soir, c'est qu'on a ajouté un raccourci de 10 km. Donc, les gens qui veulent participer à l'expérience, mais qui trouvent qu'ils ont peut-être un peu froid, pourront au 6e kilomètre décider de revenir vers l'arrivée. Puis pour dimanche, la météo, il y aura un peu de pluie, mais il va faire généralement beau. Là. On aura certainement une meilleure météo cette année que l'an dernier. Vraiment. Et j'ai envie de vous parler quand même des nombreuses rues qui seront bloquées pour permettre, bien sûr, aux cyclistes de circuler. Je sais, bon, que pour des automobilistes, des fois, c'est synonyme de cauchemar, ce fameux week-end-là de la fin du mois de mai. Qu'est-ce que vous faites pour atténuer les impacts sur la circulation? Parce qu'on sait que cette année, ça va être difficile, notamment dans le coin du marché Jean Talon. Oui, on fait beaucoup d'efforts pour réduire les impacts au minimum. Le tour la nuit ce soir, c'est dans le nord de la ville. Donc, si on a besoin de circuler d'est en ouest, l'autoroute 40, c'est bien. Les parcours sont disponibles sur notre site Internet. Les gens ont qu'à taper Info Circulation, Tour de l'île, Info Circulation, Tour la nuit, vont arriver sur les parcours.
peut-être utiliser l'application Waze, qui est les parcours ont été intégrés, donc ça sera facile pour les gens. Mais moi, j'invite les gens à prendre 5 minutes pour planifier le trajet. Il y a des options pour circuler en voiture. C'est peut-être pas l'option dont vous avez besoin. C'est peut-être pas l'option dont vous avez l'habitude. Mais si vous prenez 5 minutes, vous allez y arriver. Bon, peut-être de repenser ces trajets pour le week-end. Monsieur Roux, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Il va y avoir un nouvel indicatif régional au Québec. À partir du 27 février 2027, le 273 va être introduit dans la région qui est actuellement desservie par les indicatifs 367, 418 et 581. Ça couvre la capitale nationale et l'est du Québec, donc le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, la Gaspésie et de la Madeleine et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si vous faites une demande pour un nouveau service téléphonique à partir du 27 février prochain, ça se pourrait qu'on vous donne un numéro avec cet indicatif-là. Les indicatifs qui existent déjà vont continuer d'être attribués jusqu'à épuisement. Ce nouvel indicatif régional-là est ajouté pour s'assurer que les résidents et les entreprises de ces régions-là puissent continuer d'avoir accès à de nouveaux numéros. Évidemment, ça ne va pas affecter les numéros abrégés comme le 911 ou le 811. C'est un événement assez inusité qu'ici à Sherbrooke. C'est même une première au Canada. C'est une compétition d'opérateurs de lift. Donc, les participants qui vont participer notamment à des épreuves de conduite de chariot élévateur. Fanny Lachance-Paquette était aux essais libres aujourd'hui. Ce samedi, ici à l'Aréna de Valcourt, se tiendra une première au Québec, la toute première compétition de chariot élévateur où s'affronteront une trentaine de compétiteurs. Le premier au Québec, je dirais même en Amérique. Donc, c'est inspiré de l'Europe. Il y a une compétition là-bas qui existe depuis très longtemps qui s'appelle la Stapler Cup. C'est gros, c'est immense. C'est venu arrêter d'une idée d'un monsieur très connu dans la place ici qui s'appelle Daniel Lacroix, qui avait vu ça. Puis qu'il dit hey, moi, j'aimerais ça faire une compétition pour faire rayonner autant les entreprises de la région, mais aussi ce métier-là de conducteur de chariot élévateur qui est peut-être un métier, je vais dire, moins sexy dans le domaine manufacturier. Donc, l'épreuve 1, on part avec le chariot élévateur qui est là. On va chercher le rack de palettes qu'on voit à l'autre bout. Il y a un circuit qui doit être fait, qui nous amène jusqu'à l'autre ici qu'on voit, l'autre rack de palettes. On le dépose à côté dans un carré qui est prédéterminé. On prend le rack de palettes, on refait le circuit au complet, on le ramène directement où on était au départ et on doit ramener le chariot élévateur ici à la même position qu'il est là avec le frein à main. Quand on a lancé l'idée, au début, on n'a aucune idée combien il y a des gens qui vont s'inscrire. Mais on a eu plus de 100 inscriptions. On a 2 femmes à l'intérieur des 30. La majorité, je dirais 80% au moins, viennent de la région. J'avais vu ça se passer sur Facebook. Puis le soir même, mon boss m'a écrit « ça serait le fun si tu te réinscrirais, puis tu nous représenterais. » Puis, on se pratique dans le cours, on met des morceaux de bois, on les embarque ses palettes, puis on se pratique comme ça. On fait des petites choses qu'on essaye, qu'on fait pas d'habitude, là. Comme quoi? On ramasse des choses plus petites, là, à terre, puis... Mais c'est tout ça qu'on va faire, j'ai aucune idée. Si on se rend loin, c'est correct. Sinon, moi, je me dis, c'est d'avoir du fun, puis le but, c'est de participer. L'événement se tient ce samedi 30 mai et il suscite un tel engouement que les plus de 700 places de l'Aréna ont toutes trouvé preneur. À Valcourt, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. C'est Chevrolet Silverado. On va voir l'actualité aux 4 coins du Québec avec nos collègues. Marc-Antoine qui est en Estrie, Samuel qui est en Mauricie. Mais d'abord, Félix-Antoine à Québec. Il y a des barrières anti-camions béliers qui ont été installées pour assurer la sécurité de la rue Saint-Jean. Oui, c'est tout juste derrière moi que l'une des 2 premières barrières anti-camions béliers, Sabrina, a été installée aujourd'hui. 2 de 12 nouvellement achetées par la Ville de Québec au coût d'environ 1 500 $ chacune, qui ont été installées à quelques extrémités là, de la rue Saint-Jean. Les 10 autres, qui ne sont pas installées, on les garde pour des événements, des festivals, pour déploiement sur rue piétonne éventuelle. Mais il faut dire que c'est la 2e année qu'on en installe. L'an dernier, c'était un projet pilote Armis-moi One, que ça s'appelait, des barrières suisses. Cette fois, c'est des barrières entièrement québécoises. Et l'un des enjeux qu'on a connus avec les barrières l'an dernier, c'était à l'automne, un problème avec les camions pompiers qui ont été ralentis lors d'une intervention. On nous garantit que cette fois, ça ne devrait pas être le cas et on minimise quand même ce qui est arrivé l'automne dernier. Mais n'empêche que là, on n'aura pas ce genre de problème cette fois-ci. L'an dernier, on se rappelle tous d'un événement. Oui.
mais les pompiers sont venus sur la rue plus d'une dizaine de fois avant ça sans qu'il y ait eu de difficultés. Donc, c'est plus une intervention humaine qui s'est mal produite en octobre dernier. Cette année, c'est une opération qui est très, très simple. Les pompiers étaient là tout à l'heure pour le valider. Tous les pompiers sont formés et en moins de 30 secondes sont en mesure de déverrouiller l'obstacle et de le déplacer en dehors du corridor de déplacement. Les anciennes barrières avaient aussi tendance à descendre le long de la côte et là, celle-ci devrait rester un petit peu plus stable cette fois-ci. On l'espère. Merci beaucoup. Bon, maintenant, Samuel, l'appel d'offres pour le nouveau poste de police est maintenant terminé. Ça va coûter au moins 76 millions de dollars. Une dépense qui sera assumée en totalité par la ville de Trois-Rivières parce que le gouvernement provincial a annoncé ne pas vouloir subventionner le projet et ce sera donc la dépense la plus importante de l'histoire de la municipalité. Ce matin, la ville a rendu public les soumissions qui s'étalent, comme vous pouvez le voir, entre 77 millions et 82 millions de dollars. Si tout est conforme, la ville ira de l'avant avec le montant le moins élevé qui servira, comme tu l'as dit, à construire un nouveau poste pour la police de Trois-Rivières. Mais pourquoi? Eh bien, c'est parce que le poste actuel, le quartier général, a été construit il y a 50 ans pour accueillir une centaine de personnes. Mais c'est désormais plus de 250 employés qui y travaillent. Et ça crée d'importants problèmes de logistique et de sécurité. Et c'est pour ça que la police veut plus grand. Si la pertinence dans une ville, une des priorités est d'avoir une sécurité publique. Je pense que c'est important. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, d'être en mesure d'offrir le service adéquat pour avoir un sentiment de sécurité dans une ville, je pense que c'est quelque chose que la ville tient à cœur. Donc, c'est sûr que c'est un projet qui est de grande envergure, on en convient, mais on est rendu à un point où on n'a pas le choix. On n'est plus capable de travailler avec le bâtiment qu'on a actuellement. Le conseil municipal octroiera dans les prochaines semaines le contrat. Les travaux devraient s'étaler sur 2 à 3 ans, mais on espère que la première pelletée de terre aura lieu au courant de cet été. Merci. Bon, Marc-Antoine, Hydro-Québec qui a choisi son tracé pour la future ligne de Brome-Missisquoi malgré l'opposition des municipalités. Oui, les municipalités de Lac-Brome, Donham, Sutton et Cowansville disent avoir été mises devant le fait accompli alors qu'Hydro-Québec a choisi jeudi le tracé C pour ériger donc sa nouvelle ligne d'alimentation et un poste électrique de 120 kV. Une mesure nécessaire selon Hydro-Québec pour moderniser le réseau électrique de l'Estrie qui se trouve en fin de vie. Hydro-Québec a convoqué les maires et mairesses jeudi. Ces derniers s'attendaient à échanger sur les options de tracé, mais ont plutôt assisté à la présentation du tracé définitif choisi par la Société d'État. Ce tracé ne fait pas l'unanimité, vous comprendrez. Et selon les municipalités, cette nouvelle ligne électrique de plus de 40 poteaux va être érigée sur des terres agricoles et érablières. Donc, les maires et mairesses craignent que le paysage change. Déçu, peut-être le mot faible, parce que finalement, on était comme fâchés. On avait proposé à Hydro-Québec un tracé D qui longe la route 139-104. Alors, pendant 10 mois, on a documenté, on a travaillé sur cette possibilité-là. Alors, c'est pas une solution qui arrive à un équilibre parce qu'il y a un trop gros risque. Au niveau technique, on n'est pas certain de pouvoir la réaliser, surtout pas dans les temps et dans les délais, alors que le réseau électrique de la région, je vous le rappelle, doit être remplacé. Une consultation publique est prévue lundi et les travaux débuteront en 2028. Merci. Voici ce qui vous attend en cours de la prochaine demi-heure. L'Europe condamne la frappe d'un drone en Roumanie. Analyse avec un expert de l'UQAM. Faire découvrir les arts visuels à la relève avec les Printemps du Mac. Et Bryan Adams sera la tête d'affiche d'un concert de la FIFA à Toronto. Mais d'abord, plus d'1 million de Montréalais vont devoir réduire leur consommation d'eau cet été. Il y a des travaux d'aqueduc qui vont être réalisés en urgence à partir de demain sur une conduite endommagée sous l'avenue Atwater. Le tuyau de plus d'1 mètre de diamètre est en très mauvais état et la ville veut éviter qu'il n'éclate, ce qui causerait d'importants dommages. À peu près le 1er juillet, je n'ai pas la date exacte, on va fermer complètement la conduite, puis on va procéder graduellement au remplacement des tuyaux, des sections de tuyaux qui vont devoir être remplacées. Puis ça va durer environ 6 semaines, mais j'ai pas d'échéancier précis non plus.
Pour en parler, j'accueille en studio le PDG du Réseau Environnement, Mathieu Lanneville. Bonsoir, Monsieur Lanneville. Bonsoir. Donc, d'abord, peut-être nous dire, c'est notre conduite d'eau qu'on voit, qu'on a dû réparer d'urgence à Montréal. Est-ce que ce sont des événements qu'on va voir de plus en plus souvent sur le territoire montréalais ou ailleurs dans d'autres municipalités? Oui, il faut savoir qu'au Québec, on a environ 20 milliards de déficit de maintien actif, c'est-à-dire c'est 20 milliards de conduites en mauvais et très mauvais état. Alors, la situation qu'on a actuellement à Montréal, puis on l'avait vu avec le Geyser aussi. Oui, qu'on a vécu il y a 2 ans, oui. Et on en voit partout au Québec, puis c'est pas propre à Montréal. C'est vraiment au Québec, il y a un sous-financement. Et évidemment, c'est comme quand on a une voiture, on ne fait pas les changements d'huile, mais à un moment donné, on s'attend aussi à ce qu'il y ait des conséquences. Qu'est-ce qui est intéressant avec le cas de la Ville de Montréal actuellement, c'est qu'on voit que la Ville a des bonnes connaissances, est capable de trouver la fuite avant que la fuite nous trouve. Oui. Ça, on aime ça, vraiment, habituellement, pour pas que justement ça sorte en Geyser. Et ce qui est important, c'est que maintenant que les villes, souvent les villes ont comme l'équivalent du volant. Oui. Alors, ils ont les deux mains sur le volant, ils peuvent aller, mais ils ont besoin aussi d'avoir de l'énergie dans le moteur. Puis ça prend du financement et on a besoin justement d'un coup de pouce du gouvernement du Québec. Puis c'est pour ça qu'aux prochaines élections, on aimerait bien ça, que ça fasse partie des enjeux électoraux. Avoir plus de financement, parce que là, de toute façon, on voit, vous dites, oui, on l'a pris d'avance, mais ce sont quand même des réparations d'urgence qui vont devoir être réalisées sur cette conduite d'eau-là. Il y a des répercussions, là. Il y a plus de 1,2 million de Montréalais qui vont devoir réduire leur consommation d'eau. On parle d'une réduction de 7 %, mais ça veut dire quoi, ça, concrètement, réduire de 7 %? Bien, en moyenne, dans une résidence, là, par personne, on consomme environ 250 litres par personne. Ouais. Alors, 7 % c'est pas beaucoup. Okay. Souvent, on n'a pas besoin de se dire on se douche moins ou quoi que ce soit. C'est souvent l'été, l'arrosage prend beaucoup. Une toilette qui coule dans une maison, des fois, on voit ça. Ouais. Ça double la consommation d'eau d'une maison. Fait qu'il y a des choses faciles quand même qu'on peut en profiter pour faire parce qu'on sait qu'au Québec, on est quand même des champions dans le terme de gaspillage de l'eau quand on se compare avec l'Ontario, l'Europe. Alors, on a quand même des choses facilement qu'on peut faire à la maison pour justement là, donner un coup de pouce à la ville pour faire les interventions cet été. Mais ça reste, est-ce que c'est alarmant? Est-ce qu'on va voir ça de plus en plus souvent, par exemple, de devoir réduire notre consommation d'eau potable dans les prochains mois, prochaines années? Oui, bien au Québec, Montréal, c'est rare qu'on le voit. Là, on l'a vu là, mais on a juste à se déplacer sur la rivière des Mille-Îles, la Couronne Nord, souvent en manque d'eau avec les changements climatiques, l'accroissement de la population. En Estrie, on a de plus en plus de municipalités qui font face à cet enjeu-là. Avec le groupe tactique, justement, sur les infrastructures en eau, on a démontré aussi la crise du logement. On a des municipalités en moratoire qui ne peuvent pas se développer à cause de l'eau. Fait que vraiment, c'est un enjeu qui est à prendre vraiment au sérieux. On le voit pas souvent parce que c'est souterrain. Alors, je suis content qu'on puisse en parler aujourd'hui. Vraiment. Puis peut-être juste en terminant, un ou deux trucs là, pour réduire sa consommation d'eau potable, ça pourrait être quoi? J'ai parlé l'arrosage. Oui, l'arrosage, oui. Quand on a notre piscine aussi, de bien l'entretenir pour ne pas la vider puis la remplir. Alors, c'est des trucs faciles qu'on peut avoir l'été. Parfait. Merci beaucoup, M. Lanneville, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Salut Alain. Salut Sabrina. Bon, j'en parlais un petit peu plus tôt, le Canada qui est officiellement entré en récession technique. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de ça? D'après certains économistes, pas vraiment, même si l'économie ne va pas très bien. Puis quand on parle de récession technique, ça veut dire que le PIB réel a reculé pendant 2 mois consécutifs. Dans les 4 derniers, ça veut dire pendant les 12 derniers mois, pendant 9 mois, il a reculé. Et quand on regarde les statistiques, juste dans les 4 derniers mois, moins 12 000 emplois. Ouais. La dernière fois que c'est arrivé au Canada, c'est pendant la pandémie. Le taux de chômage qui a augmenté un peu, mais surtout les investissements au privé qui, depuis 5 trimestres, donc depuis 15 mois, sont en recul. Cela étant dit, plusieurs économistes disent que ce n'est pas nécessairement une récession, ça prendrait juste une petite variation pour que les choses se replacent. Ça reste qu'on n'a pas encore d'entente avec les États-Unis. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour redonner confiance aux investisseurs. Bon, effectivement, on a eu quelque chose qui vient de tomber ici. On va parler du Bloc québécois parce qu'aujourd'hui, ça avait été annoncé hier, mais ça a été l'annonce officielle aujourd'hui. Il y a Simon-Pierre Savard-Tremblay qui a annoncé quitter le Bloc québécois pour se rendre du côté du Parti québécois. Un autre transfuge, encore une fois, mais là, on n'a pas l'impression qu'il échange peut-être 4,30 sous pour $1. C'est-à-dire qu'on dirait que ça peut paraître un peu naturel de faire ça. Tout à fait. On s'offusque moins de voir quelqu'un partir du fédéral au provincial, surtout quand il provient de la même famille, la famille souverainiste, que s'il était parti pour aller, exemple, avec le NPD au fédéral, le Bloc, pas le Bloc, mais le Parti conservateur ou le Parti libéral du Canada. Donc, bon, il vient se joindre à l'équipe de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais je pense que la grosse nouvelle aujourd'hui, c'était de voir main dans la main
avec l'accolade en plus, Yves-François Blanchet et Paul Saint-Pierre Plamondon, qui semblent vouloir unir leurs forces malgré les petits accrochages qu'il y a eu dans le passé. Là. Mais c'est quand même assez surprenant parce que justement, à un certain moment, on se disait, bon, il y a des gens qui voulaient aller chercher des candidats pour le Parti québécois, pour le Bloc québécois. Donc, on sentait peut-être qu'il y avait des chicanes entre les deux chefs de parti. Là, c'est peut-être une image forte qu'ils ont voulu se dire, qu'ils ont voulu donner, en fait, aux citoyens. Oui, puis si on se rappelle, là, le premier cas, c'est quand le Bloc québécois avait été recruté Alexis Deschênes comme candidat. Paul Saint-Pierre-Plamondon n'avait vraiment pas aimé parce qu'il était en reconstruction. Il se trouvait que ça lui faisait mal au Québec. Et aussi, tout de suite après l'élection, il ne s'était pas gêné pour critiquer la stratégie du Bloc québécois contre le Parti libéral du Canada lors de l'élection. Mais là, bon, je pense qu'Yves-François Blanchet fait preuve de beaucoup de maturité. Il se rallie et il nous dit clairement qu'il sera présent pendant la campagne régulièrement pour supporter le mouvement souverainiste. Et, qui sait, peut-être d'autres députés du Bloc. On sait qu'Alain Terrien, qui était député, qui avait perdu, qui faisait de la chronique politique, a annoncé qu'elle allait se présenter contre la première ministre Christine Fréchette. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient se rajouter pour la suite. Là. Et en même temps, est-ce que tout ça, ça peut faire mal à un moment donné à Mark Carney? Parce qu'on sait, bon, une petite majorité, mais là, il y a beaucoup d'élections partielles qui vont s'en venir. Beaucoup. On est rendu minimum à 5. On a Alexandre Boulris au Québec. On a le cas de Simon-Pierre Savard-Tremblay, Stephen Guilbeault. On a une élection partielle en Colombie-Britannique qui s'en vient et une en Ontario, un député qui veut tenter sa chance dans la chefferie du Parti libéral de l'Ontario. Donc, la majorité, qui est très mince, pourrait peut-être tomber ultimement d'ici l'automne. Ça sera encore très intéressant à suivre. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir, Sabrina. Un drone russe a chuté aujourd'hui sur un immeuble en Roumanie. Ça fait 2 blessés. Bon, bien sûr, cet événement, ça suscite des questionnements et l'OTAN n'a pas tardé à condamner les responsabilités de la Russie. Pour en parler, je joins Justin Massy. Vous êtes directeur du département de sciences politiques à l'UQAM. Bonsoir, M. Massy. Bonsoir. Donc, d'abord, selon vous, est-ce que vous pensez que c'est un geste involontaire de la Russie ou c'est plutôt un acte de provocation? Ça peut être les deux, parce que dans le système de défense anti-aérien de l'Ukraine, c'est possible qu'avec les mesures de guerre électronique qu'ils utilisent pour empêcher les drones russes de pénétrer sur leur territoire, que ça fasse dévier ces drones russes-là, donc dans la région, et qui peuvent pénétrer dans l'espace aérien roumain, ou ça peut être délibéré. La quantité laisse suggérer que c'est peut-être pas volontaire, parce qu'il y a eu des attaques beaucoup plus nombreuses qui ont été perpétrées par la Russie. Par exemple, il y a quelques mois, 20 drones russes avaient pénétré le territoire de la Pologne à ce moment-là. Et ça avait pris, comme ça l'était en Roumanie, beaucoup de temps avant que des avions de chasse soient déployés pour essayer de les intercepter. Oui, et finalement, bon, on peut eu le temps, en fait, de l'intercepter. Mais là, quand même, il y a tous les dirigeants européens qui ont déjà mis en garde la Russie à la suite de cet événement-là. Est-ce que ça pourrait quand même augmenter, en fait, des tensions en Europe? On sait déjà, bon, la guerre Ukraine-Russie, il y a beaucoup de tensions, mais est-ce que ça pourrait l'augmenter dans ce secteur-là? Bien, malheureusement pas. Je dis malheureusement parce que justement, quand il y a eu cette incursion d'une vingtaine de drones en Pologne, et il y en a eu en Estonie, il y en a eu un peu partout dans la région, l'OTAN n'a pas beaucoup changé ses procédures. Donc, vous disiez, les avions n'ont pas eu le temps. Ils avaient 4 minutes pour se rendre sur place, mais ils n'étaient pas prédéployés, donc ils n'ont pas pu l'atteindre. Et la proposition qui est sur la table, c'est-à-dire que l'OTAN, ce qu'elle devrait faire, à mon sens, c'est établir une zone tampon dans le territoire ukrainien pour tenter d'intercepter des drones ou des missiles qui s'enverraient vers leur propre pays pour donner une zone, justement, de marge de manœuvre avant que ça pénètre sur le territoire. Bien, ça n'a pas été fait parce qu'on a peur d'escalader le conflit, mais la Russie, elle, ne crée pas cette escalade. Ouais. Puis en même temps, là, on dit depuis donc les derniers mois que si un jour la Russie commençait à attaquer d'autres pays quand même, bien là, on pourrait voir quand même une escalade des tensions. Mais j'ai envie qu'on parle en terminant, de l'Iran et des États-Unis, donc de la guerre au Moyen-Orient. On parlait hier d'un possible accord provisoire qui aurait été réalisé entre ces deux pays-là. Encore une fois, on n'a pas encore le sceau d'approbation du président américain Donald Trump. Est-ce que vous pensez que ce sera le bon accord quand même qui pourrait mener à la fin de la guerre au Moyen-Orient? On ne sait pas parce que, dans le fond, l'accord qui est sur la table présentement, c'est un accord pour prolonger le cessez-le-feu, pour continuer à discuter de l'enjeu principal, c'est-à-dire de l'enrichissement d'uranium par l'Iran qui peut mener à la production de capacités nucléaires, ce que les États-Unis ne souhaitent pas. Et là, aujourd'hui, le président Trump a passé 2 heures dans une rencontre où il devait prendre une décision. Il n'a pas pris cette décision-là, le reporté à plus tard. Donc, peut-être qu'il tente de voir un peu quel est l'appétit politique aux États-Unis pour accepter un accord qui serait peut-être pas tout à fait à la hauteur des objectifs que s'était fixé le président Trump au début du conflit le 28 février dernier. Tout
à fait. Le dit aussi à un certain moment. Je ne veux pas précipiter finalement pour qu'on ait un accord à tout prix. Bref, c'est souvent, là, on change souvent d'idée du côté de Donald Trump. Monsieur Massy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Est-ce que le tricolore sera en mesure de rebondir ce soir au match numéro 5 en Caroline? On en parle avec nos collègues du 5 à 7 un peu plus tard. Parlons culture maintenant. C'est un des événements les plus glamour de Montréal, la soirée bénéfice Les Printemps du MAC. Cet événement a pour but de faire découvrir l'art contemporain à la relève. Marika Simard nous amène dans les coulisses de l'événement. Cette année, les Printemps du MAC ont choisi d'investir dans l'avenir de 6 artistes de la relève. Les fonds serviront principalement à financer cette première cohorte du programme Habiter le MAC et on est à quelques heures du tapis rouge. Notre réouverture en 2028 et on voulait prendre ce moment pour réfléchir et mettre les artistes dans notre quotidien. Alors vraiment habiter avec eux littéralement dans nos locaux à Place Ville-Marie et donner un investissement dans leur pratique. Alors c'est ça le concept de Habiter le MAC, c'est d'investir dans une cohorte de 6 artistes en résidence chez nous, de leur donner le temps, le soutien financier, le soutien d'expertise du musée pour développer leur carrière. L'art contemporain, c'est l'art qui part de l'actualité, de notre société en ce moment, tout ça. Donc, pour moi, c'est le type d'art qui devrait le plus se refléter chez les jeunes. Je pense que c'est aussi une bonne façon de commencer un peu notre parcours dans le milieu culturel. On parle beaucoup de désinvestissement en culture, de cette importance. C'est une lueur d'espoir, je pense, pour ces artistes-là, puis pour la communauté artistique aussi. Ouais. Hein? Absolument. C'est vraiment aller à l'inverse de qu'est-ce qu'on fait en exposition d'habitude. D'habitude, on présente seulement les résultats. Ici, on invite le public à rencontrer le processus de création. Que veut dire aller dans un studio d'artistes quand les œuvres ne sont pas finies? C'est quand même un tour de force d'allier ce milieu des affaires. C'est très symbolique parce qu'on est à la PBM et le milieu des arts. Hein? Comment est-ce qu'on convainc justement le milieu des affaires d'investir dans les arts alors que ça a été un peu décrié par certains à certains moments? Des fois, on se dit qu'on est un peu l'enfant terrible de la philanthropie, là, dans un sens où on veut faire les choses un peu différemment, essayer d'inclure tout le monde, essayer d'être super créatif, immersif. Puis c'est vraiment d'être justement à l'écoute un peu du marché puis de voir qu'est-ce que les gens, d'année après année, qu'est-ce qu'ils apprécient. Immersif au point où vous avez décroché la Lune. Oui, on a décroché la Lune cette année dans un super ciel montréalais qui va être illuminé pour nous ce soir. Durant cette soirée, les gens auront accès donc à cette nouvelle cohorte qui vient tout juste d'arriver à Montréal ou qui vient de s'installer au MAC. Là. Oui, on avait une optique de qu'est-ce qui se passe la nuit dans un musée, quand le musée est fermé, un peu prendre possession du musée, tout le côté créatif, l'ambiance qui reste là, même si les portes sont fermées. Fait qu'on veut que les gens ils viennent, saisissent l'opportunité de rencontrer des artistes dans un milieu qui n'est pas nécessairement peut-être plus corporatif ou dans un musée où tu n'as pas le contact directement avec l'artiste. Donc là, avec Habiter le MAC qui est juste à côté de notre soirée, on va pouvoir aller dans les installations justement du musée. À Montréal, Marika Simard pour Nouveau Info. Bonsoir Sabrina. Alors, c'est Bryan Adams qui va lancer la Coupe du monde de la FIFA. Summer of 69 que vous allez pouvoir entendre live le 10 juin pour ce spectacle compte à rebours qui sera présenté avant la Coupe du monde de la FIFA qui commencera le 11 juin. Donc, spectacle qui aura lieu le 10 juin. Et donc, bien, ce sera présenté à Toronto. Donc, Bryan Adams en tête d'affiche de ce concert. Bon, maintenant, il y a donc Patrick Bruel qui annule tous ses concerts dans les festivals cet été. Oui, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, c'est la société de production de Patrick Bruel qui a annoncé que le chanteur n'allait pas prendre part aux différents festivals dans lesquels il devait performer. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y avait plusieurs organisateurs de festivals qui avaient de la pression. Là. Donc, on demandait à ce que les concerts de Patrick Bruel soient annulés. Donc, pour éviter ce climat de tension-là, bien, on a dit on va annuler ces spectacles-là. Patrick Bruel qui a annoncé aussi aujourd'hui qu'il allait annuler sa présence aux Enfoirés 2027. Donc, spectacle bénéfice
qui finance l'aide alimentaire aux plus démunis. Donc, ces accusations sexuelles contre Patrick Bruel qui font toujours jaser. Oui, tout à fait. Sinon, bon, on va changer de registre. En nouvelle chanson pour Ariana Grande. C'est un premier extrait de son 8e album, quand même. 8e album qui s'intitule Petal et ça va sortir le 31 juillet. Ça coïncide avec ces dates là, au Centre Bell. Donc, ça tombe dans ces séries de concerts chez nous. Et donc, aujourd'hui, elle a sorti cette chanson Hate That I Made You Love Me. Ça sonne comme ça. Notant son prochain album, elle parle entre autres de tous ceux et celles, autant qu'ils l'ont aimé, qu'ils l'ont détesté au point où ça lui a nui. Donc, c'est disponible sur les différentes plateformes. Et on a Adriane Amalette qui lance un nouvel album live, Les Jardins dérangés. C'est cette tournée où elle s'est promenée pendant 2 ans un peu partout au Québec et elle lance l'album live Les Jardins dérangés. Donc, c'est son spectacle en version live. C'est disponible sur toutes les plateformes. C'est évidemment une tournée qui a été marquante pour Adriane Amalette. On retrouve sur cet album-là double, on retrouve ses plus grands hits, Fou et Ici et ailleurs. Moi, je te dis, danse sur le rythme des battements de ton cœur. C'est disponible sur toutes les plateformes. On va se retrouver à 22h. On va faire un tour des régions. Il se passe plein d'affaires sur le plan culturel. On fait le tour des régions à 22h. Merci beaucoup, Raphaël. Bonne soirée. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Sabrina, bon vendredi. Bon, c'est l'heure de vérité pour le Canadien ce soir qui doit absolument gagner. Pas le choix, sinon la saison 2025-2026 va se terminer ce soir contre les Hurricanes de la Caroline. Martin Saint-Louis ne devrait pas apporter de changement à sa formation. Peut-être un en défensive. Arber Xhekaj qui pourrait jouer le match de ce soir. Petite statistique quand même assez importante. Vas-y. C'est arrivé 73 fois en finale d'association qu'une équipe tire de l'arrière une victoire à 3 revers. OK. J'espère que tu as des bonnes nouvelles. Là. Une seule fois, l'équipe qui tirait de l'arrière a remporté éventuellement la série en 7 matchs. Mais c'était les Devils du New Jersey en 2000. Et qui jouait pour les Devils? Claude Lemieux, l'ancien joueur du Canadien, qui malheureusement est décédé hier à 60 ans. Donc, c'est beaucoup de théorie, là. Oui, c'est beaucoup de théorie. Ça regarde pas bien pour le Canadien, mais quand même, on garde espoir. Et ce qui va être important ce soir, Martin Saint-Louis va nous le dire dans l'extrait qu'on va te faire entendre, c'est de toujours être prêt pour l'action qui vient tout de suite devant toi sur la patinoire. Parfait. T'sais, sois prête pour ta prochaine action. C'est toujours what's next, what's next. Les deux bords de la glace. Puis c'est sûr, l'exécution, ça fait partie de ça. Mais si tu es préparé pour what's next, mais tu vas prendre plus d'informations, puis ça ne garantit pas que tu vas toucher à la rondelle, mais si tu y touches, es-tu prête pour exécuter la prochaine chose? Je trouve qu'on est un petit peu en retard, mais il faut que tu donnes crédit à l'autre équipe aussi parce qu'ils te forcent à faire ces lectures-là plus vite. Alors voilà donc pour l'analyse de Martin Saint-Louis. Regarde ces belles images. C'est Youpi qui est allé rencontrer les enfants à l'hôpital de Montréal pour enfants. Il avait avec lui donc un iPad sur lequel il y avait des vidéos personnalisées que les joueurs du Canadien ont enregistrées pour les enfants malades qui sont donc dans cet environnement, qui suivent quand même les séries éliminatoires. Alors c'était une belle initiative pour remonter le moral des enfants. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis sinon, on va parler donc de tennis parce que c'est une autre surprise de taille à Roland-Garros là aujourd'hui. Énorme, parce que le favori Yannick Sinner a été éliminé hier. Aujourd'hui, c'est Novak Djokovic qui a été éliminé. En plus, il avait remporté les 2 premières manches de son match face à João Fonseca, un jeune Brésilien qui est classé 30e au monde, âgé de 19 ans seulement, mais il a perdu les 3 suivantes. Alors, c'est une surprise, oui, de taille, parce que Djokovic est à la recherche d'un 25e titre en Grand Chelem en carrière. Malheureusement, donc, ce sera pour une autre fois. On va surveiller également Félix Auger-Aliassime et Victoria Mboko, les 2 Canadiens qui seront en action demain lors de match de 3e tour. Et à la Coupe Memorial, les Saguenayens qui vont tenter d'accéder à la victoire, à la finale ce soir. Oui, c'est le match contre les Silver Tips d'Everett, les champions de l'Ouest. Malheureusement, en phase préliminaire, Everett avait battu les Saguenayens 5-3. Alors, si les Saguenayens l'emportent, vont affronter les Rangers de Kitchener en finale et deviendraient la première équipe de la LHJMQ à atteindre la finale depuis les remparts de 2023. Le Canada qui va affronter la Finlande demain en quart de finale dans le cadre du championnat du monde. Et un dernier match préparatoire pour les Alouettes ce soir, avant quand même les choses sérieuses. Oui, les choses sérieuses commencent le 12 juin. Ce sera le premier match des Alouettes. C'est face aux Argonauts d'Ottawa
Toronto, c'est au stade Percival Molson. Mais ce soir, un dernier match préparatoire, c'est face aux Rouges et Noirs d'Ottawa. Ce sont les joueurs réservistes des Alouettes qui vont tenter peut-être d'influencer la direction de l'équipe pour se tailler un poste. C'est un match qui est présenté sur les ondes de RDS. Mais le 12 juin, c'est le premier match à domicile. Le 4 juin, c'est le premier match de la saison régulière la semaine prochaine à Hamilton. Quand même important de le préciser. Puis là, on va souhaiter que ce soir, le Canadien trouve sa vérité dans le match numéro 5 pour qu'il puisse avancer. Oui. On le souhaite. À tout le moins, jouer un match numéro 6 dimanche au Centre Bell. Exactement. Au moins, On se croise les doigts. On se croise les doigts. OK, bonne soirée, bon match. On s'en reparle la semaine prochaine. Bye. Bye. De parler de hockey parce que le défilé de la victoire de Montréal, ça va se tenir demain au centre-ville. Les joueuses championnes de la Coupe Walter qui vont pouvoir célébrer avec leurs partisans. C'est la première fois que l'équipe remportait les grands honneurs de la LPHF. Les joueuses vont arriver à 11h au quartier des spectacles pour rencontrer leurs fans. Le public pourra suivre l'équipe sur la rue Sainte-Catherine entre Bleury et Clark. Bon, maintenant, il y a près de 49 000 foyers qui sont sans électricité en ce moment au Québec. Bon, il y a des orages violents qui frappent plusieurs régions avec de fortes pluies. Également des orages et des rafales de vent, particulièrement l'Outaouais qui est touché. Également aussi la Montérégie, les Laurentides aussi, qui font partie des régions